La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Blaise Diagne, celui qui a aidé pour le réveil politique et a lutté pour la conquête démocratique. Blaise Diagne est un homme politique français né le 13 octobre 1872 à Gorée, 4 communes au Sénégal, et mort le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains, en France. Il est le premier député africain à siéger au Palais Bourbon, chambre des députés français surnommée la Voix de l'Afrique. Il fut un acteur de premier plan de la vie politique sénégalaise au début du XXe siècle. Ses prises de position contrastées entre défense des intérêts sénégalais et soutien à l'État colonial français en font une figure ambivalente. Enfant de Gorée, Blaise Diagne sera le premier député de race noire du Sénégal et certainement le plus grand homme politique qui ait connu ce pays avant son indépendance. D'ailleurs, c'est un plaisir de parler des personnalités politiques du Sénégal parce que quelqu'un comme Blaise Diagne, vous venez de le dire, a été le premier noir donc, à siéger à la Chambre des députés en France de 1914 à 1934. Et il était sénégalais puisqu'il est né à Gorée. Son père, Nyokhor Diagne, était venu donc à Gorée pour travailler, le conduit c'était pour se soigner. Il a donc rencontré là-bas sa mère qui est Nyanya Anthony Prera. Ils se sont mariés, donc ils ont eu Blaise Diagne comme fils. Et Blaise est né le 13 octobre 1872 à Gorée. 1872, c'est très important parce que c'est l'année où Saint-Louis et Gorée sont devenus des communes. C'est-à-dire c'est les premières communes du Sénégal et même on peut dire d'Afrique francophone. Plus tard, il y aura donc Rufisque qui est venu s'ajouter et Dakar. En ce moment-là, on parlera des 4 communes. Et le fait d'être né en 1872 à Gorée, il bénéficiera plus tard d'une loi qu'il fera voter en 1915 qui s'appelle la loi sur la citoyenneté pour les originaires des 4 communes. Donc, il va devenir citoyen français. Mais auparavant, donc, quand il est né, ses parents l'ont confié à une personnalité qui s'appelait Adolphe Crespin. Adolphe Crespin était le directeur de l'Intérieur. À l'époque, c'était une personnalité de premier plan parce que, à part le gouverneur général ou le gouverneur, il y avait le directeur de l'Intérieur qui jouait pratiquement le rôle de premier ministre ou en tout cas de ministre de l'Intérieur puissant et qui gérait donc toutes les affaires intérieures du Sénégal. Quand il est né, il s'appelait Galaye Diagne. Donc, c'est en l'envoyant donc chez Adolphe Crespin, son père l'avait, disons, donné un autre prénom qui s'appelle Blaise Thiam. Blaise Thiam était un bijoutier à Gorée. Donc, il lui a donné ce nom, c'était son ami. Mais on disait toujours Galaye. Et quand il est arrivé donc chez les Crespin, au moment de l'inscription à l'école française, ont ajouté donc Blaise Adolphe Diagne. Adolphe, c'est le nom donc d'Adolphe Crespin. Il a été un élève très brillant. Il a pu franchir pratiquement l'école primaire très rapidement et en 1890, disons, quand il a eu 12 ou 13 ans, Adolphe, donc son tuteur, l'a envoyé à Aix-en-Provence pour faire donc le collège et malheureusement le climat ne lui convenait pas, il tombait malade, on était obligé de le ramener. Et entre-temps, Adolphe déménage à Saint-Louis puisque
Le gouverneur était à Saint-Louis. Et c'est de là que, bon, il a poursuivi ses études. Après, il a fait le concours des douanes. Il est entré donc dans ce corps. Et en 1892, et dès sa sortie, il a été affecté dans les autres colonies, n'est-ce pas, françaises, surtout le Dahomey d'abord, ensuite le Congo, ensuite le Gabon. Et au Gabon, au Congo, quand il était au Congo, c'est la période où Cheikh Ahmadou Bamba était en exil au Gabon, à Lambaréné. Il est allé le voir là-bas. Et ça lui a permis un peu d'avoir pratiquement d'abord un contact avec le Saint-Homme, mais plus tard, ça lui servira quand il aura besoin des voix des électeurs mourides dans sa carrière politique. Après cela, il est allé donc dans les îles comme l'île de la Réunion, Madagascar. C'est à Madagascar qu'il a connu sa femme, Odile Villain, qui était d'Orléans, donc qui était une Française. Il l'a épousée au niveau donc de la... Quand ils sont allés à Orléans, il l'a épousée. Ils ont eu donc 4 enfants, dont une fille qui est décédée à très bas âge. Sinon, le plus célèbre de ses fils, c'était Raoul Diagne, qui était un excellent footballeur. Mais à l'époque, ce n'est pas comme maintenant où les footballeurs pouvaient être des gens qui touchaient beaucoup d'argent en jouant en France, etc. Blaise, donc, est resté pratiquement 22 ans à l'étranger. Pendant ces 22 ans, il servait donc toujours la douane et à un moment donné, il a voulu revenir au Sénégal en 1914. Alors, il avait un ami qui s'appelait François Pouy, qu'il a connu en France. François voulait venir d'abord au Sénégal pour ses congés et il a dit à François, si tu vas à Dakar, au Sénégal, donc il faut me donner des nouvelles du pays pour que je sache si demain je rentre, qu'est-ce que je peux faire pour ce pays-là. Et François, en revenant, lui a dit, il y a une situation politico-sociale qui est là-bas. Bon, la France est en train de consolider son emprise coloniale. Il y a des problèmes avec les indigènes, comme on dit, donc avec les Lébous, parce que les Lébous ont commencé à revendiquer un peu le fait qu'on leur ait enlevé un certain nombre de terres, les terrains des Tundu, c'est-à-dire la zone qui se trouve là où il y a le palais, la place de l'Indépendance, toutes ces zones-là, c'était les Lébous qui habitaient là-bas, c'était le village. La place de l'Indépendance était le centre du village. Bon, on leur a dit de déménager un peu et à partir de 14 même, on leur dira de quitter carrément le plateau et d'aller habiter à la Médina. Et la Médina, il n'y avait rien à l'époque. C'était des terrains presque, on pourrait dire, c'était la brousse, quoi. Il y avait beaucoup de chacals. Et en Wolof, on dit til pour les chacals, c'est pourquoi on appelait ça tilen. Bien, donc, Blaise est rentré en 1914 et en 1914, il devait y avoir des élections pour renouveler donc le poste de député. Jusqu'à cette date, il n'y avait que des mulâtres, c'est-à-dire des métis, qui étaient élus députés ou des Toubab, des Européens. Le député sortant, il s'appelait Carpeau. Carpeau était une famille très puissante à l'époque. C'était des mulâtres, très puissantes à Saint-Louis. Et il n'y avait que Gorée et Saint-Louis, les deux communes à l'époque, qui pouvaient voter, n'est-ce pas, pour élire un député. La famille Carpeau est la famille qui a été la première à produire et à distribuer l'électricité au Sénégal, donc à Saint-Louis, puisque la première distribution a lieu en 1893. Après cela, donc, il est allé se présenter d'abord, puisqu'il était de Gorée, il est allé se présenter au Lébou de Dakar. Il est allé voir Hassan Ndoye, qui était donc un imam et un notable
très connu. C'est le père de Mamadou Hassan Ndoye. Et Mamadou Hassan Ndoye, c'est la rue de Thiers, là, qu'on a débaptisé, qu'on lui a donné donc ce nom. Et ce dernier l'a mis en contact avec Youssou Bamar Gueye, qui était un autre notable. Youssou Bamar Gueye, c'est très important, et le père, ou en tout cas l'oncle d'Abbas Gueye. Abbas Gueye, le grand syndicaliste. Peut-être que vous aurez à faire des reportages sur ces personnalités lébou. Et un certain Alpha Diol, qui était l'imam ratib de Dakar, Alpha Diol. Voilà donc les personnalités lébou. Mais Youssou Bamar Gueye lui avait demandé de rencontrer El Hadj Malick Sy, n'est-ce pas, pour qu'il puisse, disons, bénéficier de ses prières, se présenter à lui. Et El Hadj Malick Sy lui avait donc simplement recommandé en disant que, puisque tu veux faire de la politique, ne mange pas seul, ne parle pas seul. Tout ce que tu as, tu dois le partager avec les gens. Donc, c'est ça la politique. Donc, il avait la collectivité lébou. Il a connu quelqu'un qui s'appelait Moudi Mbaye. Moudi Mbaye était un instituteur qui avait démissionné, parce que les fonctionnaires avaient un statut un peu particulier, un instituteur était un fonctionnaire. Il a démissionné parce qu'il ne pouvait plus supporter les brimades que lui faisait l'administration française. Donc, il a préféré donc se lancer dans des activités. Et quand Blaise l'a rencontré, et il lui a donné donc une idée de ses projets, il a dit à Blaise, nous allons faire le parcours de la voie ferrée, de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et à chaque gare, à chaque escale, chaque disons, ville importante, nous allons descendre, nous allons contacter les notables les plus connus là-bas pour donc nous faire connaître et en même temps leur dire quel est notre projet, c'est-à-dire essayer d'être des candidats, n'est-ce pas, à l'élection législative. Bon, il se trouve qu'il connaissait Galandou. Galandou était de Rufisque. Et Galandou, qui était déjà lui conseiller général, c'est-à-dire il faisait partie de l'assemblée consultative qui était à Saint-Louis. Galandou lui a apporté son soutien également et il a dit que si Moudi Mbaye s'occupe donc des gens de la voie ferrée, lui, Galandou, il va s'occuper des villes comme Rufisque et Saint-Louis, puisqu'il est originaire de Saint-Louis, mais il était un notable de Rufisque. Ils sont arrivés donc à Saint-Louis. À Saint-Louis, ils ont été accueillis par une association, puisqu'il n'y avait pas de parti politique. C'était impossible d'avoir un parti politique à l'époque. Une association qui s'appelait l'Aurore, qui se dit association culturelle. Mais au sein de cette association, il y a un mouvement jeune sénégalais qui était composé de 3 jeunes Sénégalais, un certain Tiekouta Diop, un certain Pape Mar Diop et un certain Lamine Gueye. Et d'ailleurs, c'est Pape Mar Diop qui, lui, a créé l'Aurore. On peut donc pour servir de couverture, n'est-ce pas, au mouvement jeune sénégalais. Et au mouvement jeune sénégalais, les gens discutaient beaucoup plus librement politique, mais il n'y avait pas de liberté d'expression. Donc sur cette base, il avait donc un contact avec des intellectuels à Saint-Louis, les plus en vue. Il avait le soutien de la collectivité lébou de Dakar, et aussi il y avait la connaissance des Mourides, donc avec Cheikh Ahmadou Bamba et de Seydi Hadj Malick pour les Tidianes. Les élections devaient avoir lieu au mois de mai 1914. Donc, du 11 au 26 avril, il y a eu la campagne électorale. Et il y avait 9 candidats. Sur les 9 candidats, il était le seul noir. Il y avait 3 métis et 5 blancs. Donc, des 3 blancs donc, européens, parce qu'ils étaient souvent députés. Et
il y a eu ballottage, c'est-à-dire il est arrivé en tête, mais il n'a pas eu suffisamment de pourcentage, il n'avait pas plus de 50% pour être élu au premier tour. Et au deuxième tour, il devait y avoir un deuxième tour, et au deuxième tour, ils ont constaté qu'il fallait, disons, tout faire, parce que lui, il était en tête. Tous les autres candidats se sont rangés en disant il faut tout faire pour battre Blaise Diagne, parce que Blaise, c'est un noir, c'est quelqu'un qui n'a même pas la nationalité, la citoyenneté, etc. Bon. C'était une campagne vraiment de dénigrement, mais heureusement. Et puis on a dit oui, mais Blaise, s'il passe, il va créer ici la guerre civile contre les Blancs et contre les mulâtres, les métis. Et il leur répond, moi je suis noir, ma femme est blanche, et mes enfants sont métis. Donc moi je fais la synthèse de toutes les populations concernées, etc. Et du coup ils ont laissé tomber donc ce slogan, en tout cas cette accusation. Il sort vainqueur, il est élu. Les gens vont jusqu'à Paris pour contester l'élection devant le Conseil d'État là-bas. Donc c'est pas la première fois qu'il y a un contentieux électoral au Sénégal, hein, donc ça a commencé depuis longtemps. Et là-bas, les gens ont dit non, il a été élu régulièrement, il a la majorité des voix, donc il est député. Donc, quand il passe député, donc il siégeait à Paris, il revient au Sénégal, etc. Il a fait voter donc un certain nombre de lois. Je commençais à dire donc la loi de 1915 qui permettait aux originaires de Saint-Louis, de Gorée, de Rufisque et de Dakar, qui étaient nés donc dans ces villes-là, d'être des citoyens français, d'avoir les mêmes droits que les Français. Et en 1916, il fait voter l'extension de cette loi aux descendants, n'est-ce pas, de ces originaires des 4 communes. Et ça veut dire que quelqu'un qui a son fils ou son petit-fils qui est même né ailleurs, qui n'est pas originaire français, alors que lui, il est originaire, il pouvait en bénéficier. Et c'est à ce titre que Lamine Gueye a été donc citoyen, parce que Lamine Gueye, son père et son grand-père étaient donc nés à Saint-Louis, mais lui, il est né à Caille. Caille, à Médina, on dit que Médine, mais c'est comme tu disais, Dakar et Pikine. C'est un peu dans la banlieue. Donc voilà les 2 premières choses qu'il a faites. Ensuite, c'était pendant la guerre, hein, la guerre à 14-18, pour avoir des Africains qui acceptent de s'engager donc dans les troupes coloniales pour aller combattre en Europe, il leur a dit d'accord, mais à condition que, en contrepartie, à leur retour, vous leur donnez des avantages. Alors, ces avantages, les premiers, c'est donc la création, d'abord le statut d'ancien combattant, comme en France. Donc, les anciens tirailleurs revenus avaient donc ce statut. Il a fait créer un sanatorium, parce que beaucoup de gens étaient souvent malades, surtout la tuberculose faisait beaucoup d'effets, et ça leur permettait donc d'aller se faire soigner, comme en Europe, n'est-ce pas, dans les sanatoriums, qui étaient donc des centres vraiment spécialisés dans le traitement de longue durée de certaines maladies infectieuses. Après, il a fait changer un peu le statut de la banque. Il y avait une seule banque qui était la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, et cette banque avait été créée par les métis de Saint-Louis et de Gorée, mais les Touaregs s'étaient débrouillés pour récupérer la banque et transférer le siège à Bordeaux. Bon. Il a été réélu à toutes les élections. Donc, les élections, c'était tous les 5 ans. Donc la première élection, c'était en 1914, la deuxième en 1919, il a été réélu. Ensuite, en 1924, il a été réélu. Mais en 1923, le gros commerce bordelais, c'est-à-dire les établissements comme Morel-et-Prom, Périssac, Vésia, Gradis, Bian-Tesser, etc., qui étaient vraiment les grands investisseurs de ce pays-là, mais qui contrôlaient tout, à la fois
le crédit, le commerce, la distribution et tout. Il l'avait combattu depuis sa première élection jusqu'à cette date, jusqu'en 1923. Ils ont décidé de dire que maintenant, comme on ne peut rien faire contre la popularité de Blaise, on va essayer de nous rapprocher de lui, de signer un pacte d'entente, et pour essayer au moins de l'avoir de notre côté et ne plus avoir à le combattre, à ne pas avoir de résultats. Le pacte a été signé à Bordeaux en 1923, au mois de juin, mais comme ce gros commerce avait combattu toutes les municipalités, que ce soit Saint-Louis, Gorée ou Rufisque, où il y avait des Africains qui étaient à la tête de ces municipalités, et en leur faisant des procès terribles, n'est-ce pas? Des gens comme Galandou Diouf ont commencé à dire, mais Blaise, nous on l'a soutenu, c'était notre candidat et tout, maintenant il va signer le pacte avec ceux qui nous combattent tous les jours et qui nous créent les pires difficultés dans ce pays-là. Donc ils ont commencé à prendre leur distance vis-à-vis de Blaise Diagne. L'autre côté aussi, il y a Lamine Gueye qui dit que puisque Blaise est en train pratiquement de tourner le dos à ses anciens camarades, lui aussi de son côté, il va se retirer. Donc, en 1924, malgré tout, il a été réélu. Et en 1925, Lamine Gueye est devenu maire de Saint-Louis. Et quand il est devenu maire de Saint-Louis, Blaise Diagne a tout fait pour le débarquer. Il lui a créé d'énormes problèmes en l'obligeant à partir en exil, n'est-ce pas, et en le faisant remplacer par ce qu'on appelle une délégation spéciale. Quand on supprime un conseil municipal, on nomme une délégation spéciale. De l'autre côté également, lui, Blaise Diagne, a été nommé maire de Dakar. Il le sera pratiquement de 1924 jusqu'en 1934, jusqu'à sa mort. Et pendant toute cette période-là, il n'avait plus, disons, le soutien des autres. Au contraire, Galandou Diouf s'est présenté contre lui 2 fois, en 1924 et en 1928. Et en 1932, il a été réélu face à Blaise Diagne, face à Galandou Diouf. Malheureusement, il ne restera que 2 ans au pouvoir, après il tombe malade, il meurt en 1934. Par contre, en 1931, il a été nommé secrétaire d'État aux colonies dans le cabinet Pierre Laval, n'est-ce pas, par le président Paul Doumer, c'est-à-dire ministre. C'est la première fois qu'un noir africain siégeait au Conseil des ministres. Ça aussi, c'est une spécificité qu'il faut marquer. Il a été l'homme qui a le plus, disons, aidé au réveil politique d'abord du Sénégal, parce que c'est pendant sa période que les gens ont découvert qu'un noir pouvait aller siéger à la Chambre des députés en France, qu'un noir pouvait être commissaire général du gouvernement, parce qu'en 1918, on l'a nommé commissaire général au Sénégal pour aller recruter les tirailleurs sénégalais. Il est arrivé ici et il avait exigé donc un certain nombre de jours qu'il ait le même traitement qu'un président de la République française qui vient ici en mission. Donc, il fallait que le gouverneur général lui rende les honneurs, il fallait que tous les officiers de l'armée française lui rendent les honneurs, que toute l'administration soit à ses ordres, qu'il puisse faire donc exactement sa mission en s'appuyant sur ces gens-là. Or, les Touaregs n'étaient pas prêts à accepter cela. Alors, le gouverneur général qui était là, il s'appelait Van Vollenhoven. C'est lui à qui on avait donné d'abord le lycée Lamine Gueye, le nom du lycée Lamine Gueye. Van Vollenhoven, il dit qu'il ne peut pas l'accepter, il ne peut pas partager ses pouvoirs avec un noir, avec Blaise Diagne. Il a préféré démissionner et aller au front. Alors, Blaise Diagne, on lui avait fixé un quota de 47 000 tirailleurs à recruter, parce que les gens ne voulaient pas aller, disons, s'engager dans l'armée, puisqu'on n'était pas sûr de revenir.
il y avait beaucoup de gens qui allaient mourir et puis allaient combattre en France dans des conditions de climat extrêmement rigoureuses. Beaucoup de gens fuyaient. Mais lui, accompagné de Galandou Diouf et de Thierno Seydou Nourou Tall, ils sont allés, n'est-ce pas? Ils ont parlé aux gens, etc. Ils les ont convaincus. Et sur l'objectif de 47 000 tirailleurs, il a pu recruter jusqu'à 72 000. Elle a dépassé donc de loin le quota qui lui a été fixé. Bon. Il y a un grand boxeur qui s'appelait Mbarik Fall, qu'on appelait Battling Siki. Bon, il l'a soutenu, je crois, le jour de son combat, c'était, si mes souvenirs sont bons, en 1933. Il est allé, Battling Siki se mesurait donc à Carpentier. Quand il est entré donc dans le stadium, il a dit à Battling Siki, Barik Fall. L'autre était étonné d'entendre son nom africain prononcé dans cet immense salle où il y avait presque des toits. Il se retourne, il voit Blaise Diagne, il dit que qui Yakumun, nanko dor, nanko dane, nanko dor boulot moudane, Yakumun gagné. Le gars était encouragé, effectivement. Il a mis KO le boxeur là, qui s'est retrouvé par terre. Mais malgré tout, les gens lui ont dit un noir ne peut pas gagner comme ça Carpentier, qui était le champion du monde, n'est-ce pas, en matière de boxe, etc. Bon, donc, il a vraiment soutenu pratiquement les Noirs dans leur combat pour l'égalité, parce qu'à l'époque, les gens ne parlaient pas d'indépendance, c'était plutôt l'égalité. Et avoir les mêmes droits que les Français, que les Blancs, etc. Les problèmes des pensions des anciens combattants, etc. Et surtout, au niveau surtout des anciens, les postes. Parce que les gens, quand ils revenaient, il y avait des postes, on leur donnait du travail, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient fait la guerre, ils avaient un titre d'ancien combattant, et quand on recrutait un fonctionnaire, s'il avait fait la guerre, s'il était ancien combattant, il était prioritaire par rapport à n'importe quel autre agent administratif qu'on voulait recruter ou fonctionnaire qu'on voulait recruter. Voilà, très, très rapidement, bon, on lui reproche d'avoir soutenu un peu le travail, pas travail forcé, mais travail indigène, qu'on disait, mais c'était l'équivalent du travail forcé, n'est-ce pas, à une conférence qui se tenait sur le travail justement à Genève, et ça fait partie des reproches qu'on a adressés à Blaise Diagne. Mais retenez que Blaise Diagne, c'est le premier noir à siéger à la Chambre des députés en France. C'est celui qui a aidé au réveil politique, n'est-ce pas, du Sénégal, et qui a permis, n'est-ce pas, un certain nombre d'avancées, un certain nombre de conquêtes démocratiques, c'est comme ça que moi je l'appelle, au profit, n'est-ce pas, des populations sénégalaises. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Blaise Diagne a mené plusieurs actions significatives en faveur des conquêtes démocratiques, à savoir agir comme député non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique noire, essayer de protéger les intérêts de tous les Africains, essayer d'étendre les institutions politiques du Sénégal à toute l'Afrique noire, un député par territoire, ce qui ne sera obtenu que sous la 4e République. En tant que député français, Blaise Diagne a créé un précédent dont profiteront tous les Africains francophones qui seront plus tard élus députés. Galandou Diouf, Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor ayant acquis plus de maturité, ils resteront marqués par l'exemple de Blaise Diagne et l'ascendant qu'il exerçait à la Chambre des députés. Le souvenir de ce premier Africain ministre de la République française reste vivant au Sénégal. Plusieurs lieux publics portent son nom, l'une des plus grandes avenues de Dakar, le lycée Blaise Diagne de Dakar et l'aéroport international du Sénégal. Un buste honore sa mémoire sur l'île de Gorée. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.